Bonsoir, Bouga. Bonsoir, comment que ça va? Moi, ça va très bien. Mais on Number est là one, pour excellent, toi. super. Merci. Alors, on va jaser devant les gens. Je vais te poser des questions pas trop indiscrètes, juste assez. Pas de problème. Les questions indiscrètes sont permises, il n'y a aucun D'accord, problème. d'accord. Il n'y a pas Mais, de questions taboues, comme disait un de mes amis. En Afrique, il n'y a pas de questions taboues. ah bon? Tout est OK. ouvert. Ben, c'est bien, c'est Voilà. bien. Alors, moi, j'aime ça en apprendre toujours plus. Voilà. Je vais commencer par ma première question. Dans ta dédicace, tu nous parles de tes convictions. Juste en une phrase. Ta conviction était quoi et de quelle force pour t'attabler et décider d'écrire un livre? Parce que pour tous ceux qui ont déjà essayé d'écrire un petit peu, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça en a de l'air. On ne pourrait pas juste prendre un crayon puis bouger le crayon. Pour que ça se tienne un peu, écrire, ça peut être complexe. Alors, ta conviction. En une phrase. Pour nous écrire ça. Oui, parce que j'ai plein d'autres questions. Magnifique. En une phrase, ma conviction est que la pauvreté n'est qu'un état mental et la prospérité est un état d'être. Voilà. Ben, je pense que ça met la table. Magnifique. Alors, je On y va. me plonge dans ton livre. On y va. Que j'ai lu, évidemment, Alors, et que j'ai tout barbouillé de mes questions. Alors, on va être logique. Je vais commencer par des questions sur l'introduction. Allons-y. Oui, puis là, je vais mettre mes yeux parce que j'espérais voir, mais pas assez. Bon. Je ne vous dirai pas ce que je dis dans ma vie privée, là, mais ça a rapport à l'âge. Alors, dans ton introduction, tu commences en nous parlant de l'enfermement psychologique, de construire une humanité plus globale et plus éthique. Et tu nous parles de bonheur collectif en mettant tout ça en opposition à la pauvreté. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu? C'est très simple. Une personne pauvre est une personne qui est fermée sur elle-même. Ça, c'est le premier élément de la pauvreté. Parce que la pauvreté se manifeste par une seule chose, c'est le manque. Un pauvre manque de tout. Et malheureusement, dans le cas de l'Afrique, on manque même des fois de toilettes. Ça, c'est la réalité en Afrique. On ne manque pas seulement de bouffe. Même de toilettes pour aller faire son besoin naturel, c'est un manque. Donc, la pauvreté commence là. Des besoins vraiment de base, de base, de base. Exactement. Et ça, c'est l'enfermement. Parce que on a de la difficulté à nous approprier notre propre personne. Ça, c'est l'enfermement. C'est pour ça que tu parles de désillusion? Je parle de désillusion dans le sens où il faut s'approprier sa propre personne et réaliser que la pauvreté n'est qu'un état mental. Elle est illusoire. Donc, une fois que tu réalises ça, tu t'appropries cette réalité-là. Elle t'appartient. Et à partir de cette réalité, tu t'ouvres à l'univers. Tu t'ouvres au cosmos. Pour les croyants, tu t'ouvres à Dieu. Et voilà, la solution est très facile à ce point-ci. D'accord. Donc, peu importe comment on appelle l'ouverture, il faut une ouverture. Il faut s'ouvrir. D'abord, l'ouverture, il faudrait comprendre une chose. Chaque matin qu'on se réveille, il faudrait laver, nettoyer clairement, sans aucune tâche. Proprement, il faut laver son cœur et se l'offrir à soi-même en cadeau. Chaque matin avant de sortir, il faut très bien laver son cœur proprement, que ça soit clean, net, et se l'offrir à soi-même en cadeau. Une fois qu'on est en symbiose, nous avec notre cœur,
il y a de fortes chances que l'esprit soit en symbiose avec le cœur et le corps. Et une fois qu'on sort, on est en symbiose avec les autres. Parce qu'on sent que nous, en tant qu'humains, on s'accepte et on s'aime tel qu'on est. Et on accepte l'autre et on l'aime tel qu'il est. La prospérité, elle commence par là. C'est la révolution du partage. Donc, un état d'esprit qui implique le cœur, le corps, les croyances, un ensemble. Effectivement, c'est un ensemble. D'ailleurs, je commence par ça, par la loi de la croyance. Oui. Parce que ce que nous croyons, c'est ce qui nous est offert. C'est-à-dire que la vie, elle est là. La vie elle-même est abondance. Mais cette abondance-là ne nous donne que ce que nous croyons. Il y a pas très longtemps, les frères Wright, il y a moins de 150 ans, quand ils ont rêvé à l'avion. Mais on a failli les amener dans des asiles psychiatriques. Parce qu'on pensait qu'ils étaient des malades. Mais aujourd'hui, l'avion, c'est un des éléments les plus sûrs sur notre planète pour voyager. Cependant, au moment où eux, ils rêvaient de cela, on disait que c'était des gens malades. Voilà la croyance. Donc, ça, c'est la force de la croyance. Donc, parfois, les croyances vont s'opposer aux rêves et les rêves aux croyances. Et ça m'amène à un point où tu parles d'une richesse qui vient du savoir intérieur. Tout à fait. Mais qui peut être très modulée selon des dogmes religieux ou des dogmes politiques. Exact. Alors, pourquoi tu nous dis que les religions ou la politique vient galvaniser certaines croyances qui appauvrissent les gens? Parce que la raison est très simple, très très simple. Il y a une question fondamentale depuis l'existence de l'humanité. Et cette question existentielle a toujours été posée par ce que j'appelle entre guillemets les maîtres du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos dirigeants. La question fondamentale, c'est comment gérer les humains. C'est ça la question. Comment gérer les humains? Chaque peuple, chaque tribu, chaque nation a trouvé une forme de réponse. Toutes les religions confondues. Ce qu'on appelle les religions des livres. L'islam, le christianisme, le judaïsme, qui sont les trois principales religions du livre, sont des religions pour mieux gérer les humains. Donc, c'est d'abord des politiques. Chaque religion est d'abord politique. Ici, nous sommes dans un pays, le Canada, qui est un des pays qui a toujours été gouverné par la religion. Quand nous avons eu au Canada ce sursaut d'éveil de conscience, nous avons eu l'intelligence nécessaire pour remettre la religion à sa place afin de faire de notre pays, le Canada, un pays laïque. Donc, nous sommes quand même gérés par un système politique. Le système religieux a été remplacé par le système parlementaire. Mais avant le Parlement, c'est la religion qui gouvernait. Donc voilà pourquoi les religions se sont appropriées la gestion des humains en fonction des intérêts religieux. Voilà la raison. Donc il faut, dans le cas des pays africains, un pays comme d'où je viens, le Mali, c'est encore le problème, parce que le Mali est encore cadenassé par l'islam. Et ça met le pays vraiment en retard. Ça, c'est ma conception. C'est pour ça que tu parles d'idées erronées. Exactement. Contraire à l'abondance universelle. C'est en plein ça. Parce que personne, selon moi, ne peut être abondant en suivant une religion quelconque. J'ai l'intime conviction qu'aucune religion ne peut apporter l'abondance. Ça, c'est ma conception. Et ça, je l'ai expliqué dans ma façon dans ce livre-là. Aucune religion ne peut apporter de l'abondance. Et c'est pour ça que tu nous encourages à aller plutôt du côté de l'éducation, voilà. L'instruction, exactement. Les connaissances, exactement. Pour redonner une richesse intérieure exactement. Qui va finir par une richesse extérieure. Et là, ça ne veut pas dire d'être millionnaire. Là. Pas du tout.
Donc, tu nous dis que ce qu'on croit Oui, nous influence énormément, oui, tout à fait. non seulement par rapport à nos croyances, mais par rapport à des actions qu'on va poser ou qu'on ne va pas poser Oui, pour améliorer notre vie quotidienne. tout à fait. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur Oui, ce la seule chose point-là? que je peux dire est que, comme je l'ai expliqué tantôt, aucune religion, selon moi, ne peut favoriser la prospérité de l'individu. Parce que les religions, leur rôle, c'est de nous laisser dans une certaine forme d'ignorance. Je donnerai un exemple pratico-pratique dans le cas de l'État du Mali. Il y a certains imams religieux qui sont multimilliardaires parce qu'il y a des talibés, des enfants mendiants, qui vont mendier à longueur de journée pour apporter de l'argent à leur maître. Tu ne peux pas te développer comme ça. Ce n'est pas possible. Un pays ne peut pas se développer comme ça. Alors, là où, ce que je propose, au lieu que le talibé aille s'asseoir, passer la journée devant un imam pour commencer à réciter toutes sortes de concepts religieux, c'est mieux Prière, des sortes, de prière, peu ouais, importe, peu c'est importe ça. la prière. Et ce serait mieux qu'il aille dans un milieu qui lui permet d'avoir la connaissance. Parce que la connaissance existe. Dans le livre, j'ai parlé de la particule de Dieu. Oui. Je ne crois pas aux religions, mais je suis un profond croyant. Je crois énormément en Dieu. Et pour moi, le premier attribut de Dieu, c'est la connaissance. La connaissance existe, la connaissance est incontournable. Personne ne peut réussir sans connaissance. Si tu veux marcher sur l'eau, il y a la connaissance qui existe pour marcher sur l'eau. Si ça t'intéresse, tu peux aller chercher cette connaissance-là. Moi, je connais des personnes dans cette salle ici qui ont marché sur le feu. C'est inimaginable, mais j'en connais ici. Il y a des preuves vivantes ici dans la salle qui ont marché sur le feu. Et tu es convaincu Oui. que ça s'est bien passé. Ben, ils sont là. Parce que si vous voulez, je peux les appeler. Ils vont venir témoigner. Parce que ça a bien été. Parce qu'ils ont pris la peine de s'informer, oui. de s'éduquer, oui. de connaître avant d'agir. Exactement. D'accord. Ils ont été à la source de la connaissance qui leur permet de faire cette action-là. Parce que ce n'est qu'une action. Marcher sur le feu n'est qu'une action. Mais qui t'amène vers ta propre prospérité parce que ça te permet d'avoir confiance en toi-même. Parce que, écoute, marcher sur le feu, pour monsieur et madame le commun des mortels, c'est inimaginable, c'est impensable. C'est un grand exploit. Et pourtant, ça se fait. Oui. Et en Afrique, il y a des gens qui marchent sur des bouteilles. Il y a toutes sortes de possibilités. Je te prie l'exemple de marcher sur l'eau, sur le feu, mais il y a d'autres. Il y en a plein. Ça veut dire que la connaissance est infinie. C'est pour ça que j'ai dit le tout premier attribut de Dieu, c'est la connaissance. N'importe quoi que tu veux, la connaissance existe à quelque part. Va chercher cette connaissance-là et tu t'en sortiras. Voilà ce que je veux dire quand je parle de l'économie par la connaissance. Parce que tu ne peux pas te développer sur le plan économique s'il n'y a pas cet engouement-là en toi qui te fait tirer vers le haut. C'est ça. Je n'ai pas fini avec mes questions. On continue, on y va. Là, j'en ai une. Elle va avoir l'air embêtante et contradictoire, mais je suis certaine qu'avec ta réponse, ça ne sera pas contradictoire. Allez-y. La première phrase de ton chapitre 1. La vie est un miracle. Le monde est un mystère qui nous dépasse. Parfait. Donc, ça pourrait avoir l'air contradictoire avec le fait qu'il faut tout connaître. En fait, on ne peut peut-être pas tout connaître. C'est impossible pour une personne de tout connaître. D'accord. Mais toute la connaissance du monde existe dans l'univers. Autrement dit, notre univers, ou simplement ce que moi j'appelle Dieu, est la source de toutes les connaissances. Rien n'est au-delà de... C'est-à-dire que Dieu est le début, le milieu et la fin. Tout part de Dieu, tout revient à Dieu.
Ça, c'est moi en tant que croyant. Mais pour les non-croyants, prenez le mot Dieu, remplacez-le par le mot nature ou par le mot univers. C'est la même affaire. Donc, tout est dans l'univers. Toutes les connaissances sont dans l'univers. Aucun individu qui est la création de l'univers ne peut pas s'égaler au Créateur. Parce que Dieu étant le Créateur, nous sommes des créations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais parlé tantôt du premier attribut de Dieu qui est la connaissance, le savoir. Le deuxième attribut de ce savoir-là, c'est l'énergie. Donc, la combinaison du savoir et de l'énergie donne un troisième élément qu'on appelle le mouvement. Notre planète, la planète Terre, est en mouvement. Donc, tout ce qui relève de ce mouvement, de cette physique, parce que ce mouvement est fonction d'une physique, qu'on appelle la physique de la relativité, ou il y a ce qu'on appelle la loi de la gravité. Oui. Parce que n'importe quoi sur la Terre tombe. Ça, c'est la loi de la gravité. Tout ce qui est dans cette loi de la gravité est un élément du tout, de Dieu, si je peux m'exprimer ainsi. Mais Dieu lui-même n'est pas dans la création. Donc, on ne le trouve pas. Ça veut dire qu'en termes de cette physique-là, Dieu n'existe pas. Parce que Dieu est hors création. Il n'est pas dans la création. C'est lui qui l'a fait, donc c'est lui qui l'a créé, il n'est pas là. Personne ne va trouver Dieu parce qu'il n'existe pas. C'est aussi simple que cela. C'est le Dieu des livres, là, du Coran, de la Bible, machin, n'existe pas. Cependant, il y a un Dieu. Ce Dieu, comme je le dis, c'est le Dieu de la connaissance, qui existe. La connaissance est incontournable. L'énergie est incontournable. Donc, nous, en tant qu'humains, nous avons cette énergie. Et tu es une preuve qu'on peut en avoir beaucoup. Ben voilà. Voilà. Je t'ai coupé, mais c'est pas fini. Allons-y. Il y a un moment dans le chapitre 1 où tu mentionnes aussi que là où les humains sont rendus, c'est dû à une accumulation de variations, d'erreurs, de hasards, de changements. Absolument. Je vais te dire pourquoi j'aime cette phrase-là et ensuite tu vas renchérir. Dans nos vies personnelles, si on n'essaye jamais rien, qu'on s'en va sur une ligne droite qui a été tracée par les parents, la religion, la politique, peu importe, on ne risque pas beaucoup de rencontrer des hasards ou des erreurs importantes ou des grandes déviations. Mais est-ce qu'on risque d'apprendre beaucoup, d'avancer beaucoup et de se développer beaucoup? Je pense que notre niveau de développement est proportionnel, directement proportionnel au degré de l'enthousiasme que nous mettons pour ce développement-là. Parce qu'aucun développement n'est possible sans enthousiasme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, moi, en tant qu'individu, mon rêve, c'est d'être milliardaire. C'est bien beau d'être milliardaire. Mais être milliardaire juste pour le plaisir d'être milliardaire, parce que le milliard me permet de faire tout ce que je veux, devient relativement dangereux pour la simple raison qu'il serait possible en ces moments, si mon rêve est cela, de tuer pour le milliard. Parce que je ne vois que le milliard, je ne comprends rien d'autre. Tout ce que je veux, c'est d'avoir mon milliard. Donc, si on me demande de tuer ma propre mère pour avoir le milliard, je risque de l'accepter. Alors, quand je dis que notre niveau de développement est proportionnel à l'enthousiasme, l'enthousiasme ne doit pas être fonction du milliard que je vais gagner. L'enthousiasme doit être fonction de ce que je serai capable de partager avec la personne que je rencontre, qui est mon miroir. Parce que, encore une fois, le secret de la vie, c'est la révolution du partage. Et ce que tu n'as pas, tu ne peux pas le donner. Si tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas donner de l'amour. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas donner de l'argent. L'argent, c'est fondamental.
L'argent, je peux dire, c'est l'énergie de la vie, ou fait partie des énergies de la vie. C'est un des énergies Un des éléments. de la vie. Donc, il faut aimer l'argent. Mais aimer l'argent comme un serviteur, pas comme un maître, Comme un moyen et non pas comme un objectif. pas comme une fin. L'argent, 1 milliard de dollars n'est pas une fin en soi. Ce n'est qu'un moyen pour permettre à qui veut le faire de partager avec ta collectivité, afin que chaque élément de ta collectivité ou chaque citoyen de ton pays soit capable de s'offrir ce qu'il désire avoir lui en tant qu'individu. L'argent ne peut servir qu'à cela. Mais une fois que nous pensons accumuler de l'argent pour mieux assujettir l'autre, ça devient dangereux. Permets-moi de te lire juste une petite partie concernant l'argent, la problématique que j'explique. Je suis mieux de dire oui, je pense. OK. Oui, je t'écoute. Puis je pense que je ne suis pas la seule à t'écouter, là. Merci, merci. Remarques-tu à quel point c'est silencieux? Hein, les gens, je pense que les gens trouvent que ce que tu as à dire, ça a bien de l'allure. C'est-à-dire que ce que j'explique, grosso modo, est que le problème n'est pas un problème d'argent. Pourquoi les choses ne fonctionnent pas? Parce que nous pensons qu'il faudrait qu'on aille voir l'autre dans le sens de l'exploiter. Quand je m'en vais voir l'autre, mon idée, quand je suis à l'argent, c'est qu'est-ce que l'autre est capable de m'apporter. Donc je m'en vais le voir avec un esprit mercantiliste. Je m'en vais le voir pour mieux l'exploiter. Au lieu d'aller le voir pour mieux partager avec lui, collaborer et partager, rentrer dans la révolution du partage avec lui, je m'en vais plutôt le voir pour l'exploiter. Et l'autre aussi rentre en relation avec moi par rapport à cette idée-là. Qu'est-ce que je peux avoir? Qu'est-ce que je gagne? Donc, ça devient une relation de qu'est-ce que je peux gagner? Qu'est-ce que je peux gagner? Et dans le cas d'un pays comme le Canada, ça fait que nos relations sont des relations de droit. Ça veut dire que nos relations sont des relations judiciarisées. Quand je suis en relation avec toi, et qu'il y a certaines choses que je fais dans ta bulle trop personnelle, tu m'amènes en cours. Parce qu'on a des relations de droit. Ma liberté, comme disait le droit, s'arrête là où commence ta liberté. Et qui est tout à fait normal. Mais moi, je crois que nous devons plutôt rentrer dans une relation de partage. Je m'explique. Dans mon premier livre, j'ai parlé de comment les choses étaient réglées en Afrique et j'ai parlé beaucoup de la charte de Kouroukanfouga. J'en ai écrit à peu près 60 pages là-dessus. Mais bref, pour faire une histoire courte, l'idée de la charte de Kouroukanfouga, c'est que même la langue et les dents qui sont amenés à vivre ensemble toute l'éternité, ça arrive qu'ils se chicanent. Mais en cas de chicane, on fait quoi? Est-ce qu'on arrache les dents? Est-ce qu'on coupe la langue? Nos ancêtres, dans la charte de Kouroukanfouga, ont trouvé la formule. Et cette formule se trouve dans ce qu'on appelle le serment du Mandin Kalikan. Nos ancêtres à l'époque se sont réunis et ont fait cette charte, la charte de Kouroukanfouga. J'en ai 60 pages. Mais bref, c'est pour que le vivre ensemble soit le plus harmonieux possible. Donc, c'est un peu ça, les valeurs auxquelles nous pouvons regarder afin de nous les approprier pour les adapter à la réalité de 2021. Parce que un des problèmes que nous avons au niveau de ce que j'appelle la mondialisation de la pauvreté, c'est justement, on nous vend la peur. On nous vend la peur. J'ai parlé un peu du Covid. Le Covid, c'est évident que c'est une réalité. Ça, c'est évident. C'est incontournable. Il n'y a aucun complot là-dedans. Le Covid est là. C'est clair et net. Cependant, est-ce nécessaire d'avoir peur du Covid? Le Covid, il est là. Est-ce qu'il ne faut pas vivre avec? Au lieu de dire, je vais vivre contre. Mais on nous enseigne qu'il faut vivre contre le Covid. Il faut donc apprendre à le connaître. On revient à la connaissance, Exactement. le comprendre, le connaître. Exact.
pour vivre avec. Pour vivre avec, Oui. mais en sécurité. En sécurité. OK. Parce que tu ne peux pas vivre... La langue et les dents, comme je dis, ça arrive que c'est chicane. Donc, pour qu'il y ait l'harmonie, ben, ça prend cela. Il faut qu'on vive ensemble en sécurité. C'est cela. D'accord. Vers la fin de ton chapitre sur la particule de Dieu, Oui. tu mentionnes que rien n'est intrinsèquement mauvais ou intrinsèquement bon. Tout à fait. Est-ce que pour toi, c'est encore un autre exemple de la nécessité de la connaissance, mais pas juste de la connaissance intellectuelle, j'oserais dire de la connaissance des contextes de façon assez approfondie pour être capable de regarder quelque chose et de ne pas sauter aux conclusions et d'apprécier dans cette situation-là, une chose peut être positive et la même chose dans une autre situation pourrait être négative. Magnifique. C'est un peu ça que tu veux nous dire? C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle généralement l'intelligence émotionnelle. Ça veut dire quoi l'intelligence émotionnelle? Dans notre vie, on est toujours confronté à des choses négatives, comme on est toujours confronté à des choses positives. La vie n'est pas que du négatif, la vie n'est pas que du positif. On est entre les deux. Donc, on balance entre les deux. Mais qu'est-ce qui m'arrive de négatif? C'est pas ça qui est important. Mais comment moi, en tant qu'individu, je l'interprète émotionnellement? Comment je fais face? J'ai pris l'exemple tout à l'heure du Covid. Si j'ai le Covid, c'est pas ça qui est grave. Le microbe, il est dans mon corps. Mais comment je réagis avec ce microbe-là? Ma réaction avec le microbe dans le corps détermine les dommages que ce microbe est capable de donner ou de faire dans mon corps. Ça, c'est mes émotions. Émotionnellement, c'est que mes niveaux de crainte, mes niveaux de peur par rapport au microbe qui est dans mon corps déterminent les dommages, les dangers que le microbe est capable de m'apporter. Et subsidiairement, si on prend le contraire, je gagne 100 millions de dollars. Ce n'est pas 100 millions de dollars qui est important. Mais qu'est-ce que je fais avec ce 100 millions de dollars? Sinon, au bout de 10 ans, je vais être pauvre. Il n'y a rien à faire. Parce que je vibre au manque. Parce que si tu vibres au manque, même si on te donne 1000 milliards de dollars, mon père me l'a toujours dit, prends cet édifice-là, c'est la bâtisse, toute la bâtisse, pas seulement le balatou, toute la bâtisse du balatou, tu le remplis de milliards, tu le donnes à quelqu'un. S'il n'est pas capable de transformer un sou en 10 sous, en quelques années, il va tout lapider. Il n'y a rien à faire. Voilà. D'ailleurs, au Québec, on a une famille connue qui a malheureusement vécu ça. Bon, on en a fait un film plus ou moins comique ou pas comique, et une série plus dramatique d'ailleurs, mais la famille Lavigueur, qui avait gagné 1 million de dollars, mais qui n'avait aucune connaissance de la gestion de l'argent et de la valeur des choses, a effectivement pas gardé d'argent longtemps. Voilà donc, la loi. Oui, c'est ça. On a un exemple connu de ça. Voilà, c'est ça exactement la loi de l'abondance. Quelqu'un qui est abondant en lui-même l'est dans tout ce qu'il fait parce qu'il comprend que l'argent n'est pas un problème. L'argent n'est vraiment pas un problème. Parce que l'argent, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de voir l'histoire des banques. Parce que les banques, là, ils ne sont pas tombés du ciel. Je dirais plutôt qu'ils sont montés d'une région chaude au milieu de la terre, avec un petit monsieur avec 2 cornes. Et voilà. Donc, une fois que tu comprends ça, tu comprends le papier-monnaie. Le papier-monnaie. Parce qu'il y a une différence entre la richesse et le papier-monnaie. C'est-à-dire que... tu veux nous montrer ta fortune? Là? Voilà. Ça, là, c'est du papier-monnaie. Oui. Donc, un beau ça, 20 piastres. j'appelle ça,
c'est de l'énergie coagulée. OK. C'est 20 $, papier-monnaie, énergie coagulée. Pourquoi je les garde? Parce que ça me permet d'acheter dans un territoire qui s'appelle le Canada certaines choses de biens et de services. Ça me permet de le faire. Mais en réalité, ma richesse n'est pas dans ça. Parce que ça, c'est de l'énergie coagulée. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ça prend de l'énergie distillée qui existe partout. Parce que c'est la concentration de l'énergie distillée qui donne l'énergie coagulée. Qui est un outil. L'énergie coagulée est un outil. Mais l'énergie distillée est un moyen c'est-à-dire que je vais simplifier. Je vais simplifier parce que quand on rentre dans des termes chimiques, ça devient trop compliqué pour rien. On va reculer de 5 secondes. Voilà. Ce que je vais simplement dire est que le papier-monnaie, l'argent, n'est pas un problème. Le problème, c'est notre capacité à clarifier de nous en nous-mêmes qu'est-ce que nous voulons faire de notre vie. Autrement dit, nous, en tant que... il y a un mot en français qui s'appelle le destin. Mm-hmm. Moi, j'ai l'intime conviction que chacun a un destin. Et le jour que tu rencontres ton destin, tu n'as plus peur de rien. Parce que tu sais pourquoi tu es venu sur Terre. Donc, une fois que tu rencontres ton destin, et que ton destin, par exemple, je prends un exemple d'un gars comme Gandhi. Le jour qu'il a rencontré son destin, mais il n'a plus eu peur de rien. Il n'a manqué de rien. Il a fallu qu'il ait assez de connaissances pour comprendre et reconnaître que c'était son destin. Exactement. Exactement. C'est cela. En plus de Gandhi, aux États-Unis, nous avons l'exemple avec Martin Luther King, qui a été assassiné d'ailleurs. Oui. Et en plus de Martin Luther King, ça j'en parle de Thomas Sankara dans mon livre. Il l'a dit devant François Mitterrand et devant tous les chefs d'État africains. Il a dit à François Mitterrand, toute la problématique de l'Afrique au niveau de la dette que vous avez collée sur notre dos, c'est la responsabilité de la France. Mais il a dit aux autres chefs d'État africains, les propos que je suis en train de tenir aujourd'hui, si vous autres, vous ne venez pas m'aider, l'année prochaine, je ne serai pas là parce qu'ils vont m'assassiner. Et effectivement, il a été assassiné. Donc voilà. Parce que ses propos dérangeaient beaucoup. Ben, effectivement. Allaient peut-être réveiller des gens et les encourager à passer exactement, exactement. Toujours vers la fin de ta particule de Dieu, tu nous dis que la vraie victoire, la victoire définitive, c'est le lâcher-prise. Exactement. Mais j'aimerais que tu nous fasses une distinction très claire entre lâcher-prise et tout lâcher. Alors, le lâcher-prise, c'est une loi de l'univers. J'appelle cela la loi du lâcher-prise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre personnalité, en tant que femme, moi en tant qu'homme, votre personnalité m'intéresse, je veux vous marier. Un exemple. Oui, OK, je t'écoute. Et que je vous demande en mariage, vous me dites non. Ouais. Pourquoi non, je ne vais pas te marier? Est-ce une raison que j'aille me suicider? Oh, j'espère que non. Voilà. Moi aussi, j'espère que non. Donc, ce n'est pas parce que la raison de l'amour que j'ai pour toi n'est pas partagée que je dois m'enlever la vie. Donc, je dois lâcher prise. Non, faut pas. Ça, c'est la loi du lâcher prise. Ne pas tenir mordicus à ce qu'on veut. Des fois, il y a certaines choses que tu veux. Les circonstances de la vie font en sorte que c'est difficile ou c'est impossible de les avoir pour l'instant. Il faut savoir lâcher prise. Ou autrement dit, il faut savoir reculer pour mieux avancer. C'est ça le lâcher prise. Donc, tu vas laisser aller le fait que ton souhait ne peut pas être exaucé maintenant. Exact. Mais tu ne laisses pas aller toute ta motivation et tous tes projets. Exactement. C'est en plein ça. Je pense qu'il faut se souvenir de ça. Merci. On saute maintenant au chapitre 2. Tu nous dis, l'économie par la connaissance
devient donc une nouvelle phase de l'histoire humaine qui favorise la joie de vivre individuelle et collective. Tout à fait. Question 1, là je vais faire une Christian Bégin de moi-même. Question en 2 volets. S'il y en a qui écoutent, là, il y a du monde à la messe. Alors, est-ce que tu trouves, parce que je sais que tu es retourné vivre en Afrique à peu près une année et demie récemment. Oui. Quand tu es revenu dans notre beau Montréal occidental, est-ce que tu as trouvé que la joie de vivre individuelle et collective, le « et », posais-tu un peu un problème? Avais-tu l'impression qu'il y avait plus de individuel que de collectif? Puis le deuxième volet, c'est que tu continueras sur ton idée de ce que tu as écrit dans ton livre par rapport à la joie intellectuelle, individuelle et collective. La joie de vivre collective, c'est une joie de vivre qui a été, à cause du Covid, relativement chamboulée. C'est-à-dire que le Covid est venu faire en sorte qu'il y a eu au niveau de la collectivité une certaine forme de peur. À tel point que quand je rencontre mon frère, mon semblable ou ma sœur sur le trottoir, elle ou moi, ça dépend de qui, en tout cas qui a le plus peur, dévie, de peur de le croiser pour ne pas avoir le Covid. Donc, ça a mis un blocage au niveau de ce partage-là, la joie de vivre collective. Parce que quand je rencontre mon frère ou ma sœur, ou mon fils, peu importe, sur le même trottoir, avant, on se souriait, on se disait même bonjour des fois. Mais à cause de cette problématique, c'est devenu un handicap au niveau de la joie de vivre collective. Je vais faire une parenthèse. Vas-y. Bon, moi, j'ai une formation scientifique. J'ai pas peur de la COVID dans le sens de « Oh mon Dieu, je sais pas ce que c'est, là. Je sais c'est quoi des virus puis des bactéries. » Donc, je te dirais que oui, certainement, il y a des gens qui ont peur. Il y a d'autres personnes pour qui faire le détour, c'est simplement comme se laver les mains après être allé à la toilette. Mais là où je suis d'accord par rapport à de la peur comme plus généralisée, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui se saluaient avant, qui n'osent même plus se saluer, et ça, c'est triste. Et heureusement, il y a quelques irréductibles qui se disent encore bonjour sur la rue. Tout à fait. Oui, je ferme ma parenthèse. Donc, c'est ça. Donc, au niveau de la question que tu m'as posée par rapport à la joie de vivre collective, ça, c'est l'handicap. Oui. Mais le virus, c'est-à-dire que cette période-ci, là, ce n'est que momentané. Oui. Ça va passer et nous allons toujours continuer à développer cette joie de vivre collective. Parce que la joie de vivre collective, c'est encore une fois nimbé dans la révolution du partage. C'est vraiment le partage. Et le partage commence à 2. Pour aller vers 3, il faut être 2. Mais pour être 2, comme j'ai dit tantôt, il faut que tu t'offres le cadeau à toi-même. Donc, une fois que tu t'offres le cadeau, tel que je l'ai expliqué tantôt, il y a une autre personne à qui tu peux l'offrir. Et une fois que vous êtes 2, et au niveau de vous 2, il y a la symphonie des cœurs, ce n'est plus 1 plus 1, ça fait 2, ça devient 1 et 1, vous formez une équipe de 11 personnes. Voilà le secret. Donc, il y a de l'espoir par rapport à la joie collective. Définitivement, définitivement. Merveilleux. À la page 39, tu nous dis « La finalité de l'économie par la connaissance étant d'élever le citoyen jusqu'à la pensée autonome, très important, l'inclusion d'éléments culturels comme base de formation générale constituerait un atout précieux pour l'harmonie sociale. » Donc, on en revient à connaître, se connaître soi, connaître les autres. J'aimerais que tu continues.
Oui, se connaître soi, connaître les autres, et surtout tu as parlé de culture. Voilà un élément fondamental. Parce que la culture nous permet d'étendre la toile de l'existence. Et une fois que nous sommes capables d'étendre la toile de l'existence, nous sommes capables d'organiser le grand festin de la vie sur cette toile de l'existence. Et le grand festin de la vie que nous allons organiser sur la toile de l'existence, nous ne pouvons le faire qu'à travers des éléments culturels. Je donne un exemple en Afrique. Chaque occasion, que ce soit la mort, que ce soit la naissance, que ce soit le mariage, peu importe ce qui arrive, est une occasion pour fêter. Parce que quand il y a une naissance, c'est la joie, c'est la fête. Quand il y a la mort, ce n'est pas la joie, mais on célèbre quand même la vie du défunt. On célèbre, au lieu de pleurer sa mort, on célèbre sa vie. Donc voilà des choses, des éléments culturels qui nous permettent de nous retrouver. Parce que s'il y a un décès, tout le village, tout le quartier se retrouve chez le défunt. Et on prépare à manger, on mange, et puis on jase ensemble, et tout le monde est là pour réconforter la famille du défunt. Voilà des choses qui, à mon avis, sont des éléments culturels qui ont été officialisés dans le cas de l'Empire du Mandingue, dans la charte de Kurukanfuga, dont je fais mention un peu dans ce livre, mais surtout dans le premier. Voilà un peu la valeur de l'élément culturel. C'est vraiment la révolution du partage. C'est vraiment le partage. Donc, de savoir comment d'autres groupes qui ont des cultures différentes fêtent les nouveau-nés, fêtent les morts ou honorent les morts et tout et tout. Là, j'ai une question un petit peu nounoune qui va me venir. Est-ce que dans l'Empire mandingue, vous avez la mauvaise habitude qu'on peut avoir en Occident? Le jour des funérailles de quelqu'un, la personne devient parfaite. Il était donc bien fin, elle était donc bien généreuse. Puis là, les gens en mettent, puis ça ne ressemble plus à la personne qui est décédée. Est-ce que vous avez ce défaut-là ou c'est juste occidental? Non, ce n'est pas une réalité africaine. Non. Ben c'est bien ça. Ce n'est pas une réalité africaine. Influencez-nous, là. Non. Parce qu'en Afrique, d'ailleurs, pendant les funérailles, il y a ce qu'on appelle les griots. Tu vois, tu les as présentés. Oui. Puis c'est pas la première fois que j'en entends. Donc, pendant les funérailles, le griot se lève et demande à l'auditoire que la personne qui vient de mourir est un être imparfait. Tous ceux à qui il a pu porter atteinte. Là, il est couché devant nous, il s'en va dans sa dernière demeure. Tous ceux à qui cette personne devant nous a pu porter atteinte n'ont qu'à le pardonner ici à l'instant. Tous ceux à qui il doit 1 centime n'ont qu'à se présenter ici à l'instant ou sinon oublier à jamais. Voilà jusqu'où va la démonstration de l'imperfection du défunt. Ce n'est qu'un humain. J'aime beaucoup il est ça. Parfaitement imparfait et nous allons l'enterrer avec ses imperfections. Voilà. J'aime beaucoup ça parce qu'il n'y a pas le petit côté hypocrite qui me dérange pas du tout, dans les enterrements. Pas du tout. OK. Plus tard dans ton livre, tu nous dis que la prospérité comprend que la nature est et demeure l'unique source de connaissances intarissable, que c'est une bibliothèque. Tout à fait. Pourquoi tu nous dis ça? Alors, tantôt, dans la conversation, je t'ai dit, pour l'auditoire, que pour ceux qui ne sont pas croyants, enlevez le mot Dieu, remplacez-le par le mot nature. Univers ou nature. Voilà. Okay. Parce que la nature, c'est
la source de toutes choses. Chaque jour, la nature nous parle. Mais il faut savoir écouter la nature. Chaque jour, l'univers nous parle. Il faut savoir écouter. Si tu n'es pas capable d'écouter, tu n'entendras jamais le son de l'univers. Parce que le son de l'univers, c'est la vibration. Et la vibration universelle est authentique et est palpable. Mais pour pouvoir atteindre cette vibration universelle, il faut avoir l'intelligence émotionnelle de te laisser vibrer par cette vibration universelle ou la vibration de la nature. C'est d'ailleurs la symbiose de notre vibration personnelle au niveau interne avec la vibration universelle qui nous amène vers l'abondance. Parce que c'est l'univers qui est abondant. Nous, en tant qu'humains, on ne peut que tendre vers l'abondance. On ne sera jamais 100% abondant. Un individu ne peut jamais tout avoir. C'est impossible. Donc, c'est à nous d'intégrer notre individualité comme une personne qui ne peut pas tout avoir, mais qui est dans une nature où il y a tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que être convaincu que même si je ne suis pas capable de tout avoir, je suis capable de tout donner. Parce que si je donne mon cœur, je donne tout. Il n'y a rien de mieux que mon cœur à donner. Dans n'importe quoi que je fais dans mon existence, fais-le avec ton cœur. Tantôt, tu as appelé Touri, Monsieur Touri, Oui. du Balatou. Ça fait 35 ans que c'est lui qui me paye. Je travaille au Balatou, ça fait 35 ans. C'est mon patron. Il m'a dit, au tout début, quand j'ai commencé ici, c'est moi qui nettoyais les planchers. C'est moi. C'est moi qui faisais ça. J'ai fait ça pendant plus de 15 ans. Une des phrases qu'il m'a dit, Monsieur Touré, il m'a dit, Bouga, même si ton travail, c'est de nettoyer la merde, les toilettes, fais-les avec ton cœur. Si tu les fais avec ton cœur, c'est certain que tu vas réussir. Ça, c'est une des premières phrases qu'il m'a enseignées il y a 35 ans de cela. Voilà un peu le secret. Donc, est-ce qu'on peut dire que M. Touré est bien connecté sur la nature puisqu'il a pu te transmettre? Permettez-moi de dire un mot sur M. Touré. Oui. Permettez-moi de dire un mot. Voilà un monsieur qui n'a jamais fréquenté l'école académique. Il n'a jamais été à l'école. Monsieur Lamine Touré n'a jamais fait l'école telle qu'on le connaît, l'école des Blancs. Jamais, 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 il n'a été à l'école. Aujourd'hui, Monsieur Lamine Touré est chevalier de l'Ordre national du Canada, chevalier de l'Ordre national du Québec. Trouvez-moi les doctorants africains qui ont ces deux distinctions-là. Il y en a des millions et des millions qui ont des doctorats qui n'ont pas ces deux distinctions. C'est la seule chose que je peux dire sur M. Touré. C'est un homme plus qu'abondant. Oui. Alors, merci encore, M. Touré, de nous accueillir chez vous. Il me reste 2 questions. Tu nous parles de réseau miroir et du pouvoir des rêves. Oui. Le réseau miroir, c'est simple. Ça veut dire que chaque jour que nous sortons de chez nous, la personne que nous rencontrons devient notre miroir. On se voit et on devrait se voir à travers cette personne-là. C'est-à-dire que quand nous sommes en relation, qu'elle soit peu importe la forme de relation, elle n'a aucune importance. Quand nous sommes en relation avec une tierce personne, la tierce personne devient forcément notre miroir. Parce que l'énergie que nous envoyons dans notre relation à l'autre nous est retournée. Si au niveau émotionnel, nous envoyons, même sans le dire, des bêtises à l'autre, ces bêtises-là vont réfléchir à travers les miroirs de cette personne sur nous. Et si nous lui envoyons
une bienveillance, cette même bienveillance va réfléchir sur nous. Autrement dit, ce que nous donnons, c'est ce que nous allons recevoir. Ce que nous sémons, c'est ce que nous allons récolter. C'est ça les réseaux miroirs. Et le pouvoir des rêves? Le pouvoir des rêves est que Bougadari Sanogo, quand il avait 16 ans, 20 ans au Mali, était destiné pour être enseignant à Bamako. OK. J'ai fait l'école normale secondaire de Bamako pour enseigner les enfants de 10 à 16 ans. C'était ça mon destin. Quand j'ai terminé, j'ai dit à mon papa, je ne veux pas enseigner au Mali parce que je ne sais pas c'est quel genre de rêve, mais il y a quelque chose qui m'attire. Il m'a posé la question, qui t'attire vers où? J'ai dit, je ne sais pas. Je n'en avais aucune idée. Mais tu veux aller où? J'ai dit, je ne sais pas. Mais je veux partir. Je vais partir, découvrir le monde. Mais où tu veux partir? Je n'avais aucune espèce d'idée. Mais il y a un rêve enfui en moi qui bouillonnait. Donc, je suis parti. Ça m'a pris à peu près 5-6 ans avant de venir au Canada. Et le rêve continue. C'est ça le pouvoir des rêves. C'est-à-dire que va jusqu'au bout de ton ressenti. Ce que tu ressens en toi, qui bouillonne en toi, laisse-le émerger. Donc, le rêve n'a pas besoin d'être clair, il a juste besoin d'être là. Le rêve a besoin d'être là parce que le rêve doit être ta boussole qui te guide vers ton destin. Et Le destin, excuse-moi, le destin a besoin d'être clair. Mais le rêve n'a pas besoin d'être clair. C'est le rêve qui est la boussole qui te conduit à ton destin. C'est ça, la nuance. Merci. Merci beaucoup. Je vais m'arrêter ici avec les questions. Il va m'en rester une dernière que tu connais. Vas-y. Mais avant, je vous dis que j'aurais pu continuer à poser des questions pendant encore 2 heures. Je ne sais pas si vous auriez écouté pendant encore 2 heures, mais on c'est peut facile passer la parole Bouga, à la salle, n'est-ce pas? On a un problème, à cause de la COVID, passer le même micro d'une personne à l'autre, c'est ils n'ont pas besoin de micro, ils peuvent venir ici poser la question. Absolument. S'il y a des gens, je vais te poser la dernière question, mais pour l'instant, j'aimerais ça que vous me disiez, est-ce que vous trouvez que c'est facile d'écouter Bouga parler? Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à acheter le livre d'aujourd'hui ou le précédent ou les deux, comme vous voulez. Vous verrez à l'arrière de la jaquette ce qui peut vous intéresser. Mais maintenant que vous l'avez entendu parler, quand vous allez lire, vous allez l'entendre vous dire ce qu'il dit dans le livre. Là. Ça ne sera pas plate. Alors, ma dernière question... Quand tu as... ma dernière question ressemble à ma première question. Je pense que ça va être boucle la boucle. Alors, quand tu as décidé de mettre toute cette énergie pour écrire tes livres, tu avais certainement des intentions, sans que ces intentions-là soient nécessairement si claires que ça au début, mais maintenant que tu as 2 livres qui sont écrits, quel geste, ou même, je dirais, quelle trace est-ce que tu voudrais laisser toi et nous comme communauté pour aller avec ce que tu nous dis? Une des premières traces, comme je l'ai dit tantôt, c'est la révolution du partage. Comme on est en train de faire aujourd'hui, on est en train de partager. Et pour matérialiser ce partage, j'ai décidé de créer ce qu'on appelle la coopérative de solidarité entre le Québec et l'Afrique francophone. Ça veut dire que toute la francophonie en Afrique, on va créer un pont entre la réalité que nous avons ici au Québec français et l'Afrique française. Et à travers ce pont, il va y avoir des échanges culturels, des échanges économiques
et probablement des échanges politiques. Et artistique? Culturel, tout est dans la culture. L'art est dans la culture, Parfait. les livres sont dans la culture, la musique est dans la culture. Les mœurs, tout. Tout est dans la culture. OK. Donc, ça va être un échange culturel. Alors, ça veut dire que les connaissances que nous avons en Afrique vont être démultipliées et vulgarisées ici, comme on le fait déjà à travers les Nuits d'Afrique, à travers d'autres événements, d'autres écrivains africains vont venir d'Afrique pour venir parler de leurs œuvres ici au Québec. Ça, c'est un des premiers éléments. Et un des deuxièmes éléments est que nous, amis du Québec, comme je l'ai déjà fait avec Robert, Marie-Jo Thériault et l'autre, Luc de la Rochelière, je les ai déjà envoyés au Mali avec, à l'époque, l'appui de l'ambassade du Canada à Bamako. Donc, c'est des échanges comme ça. Amener la réalité que nous avons ici au Québec pour que les Africains soient capables d'en profiter. Et un des éléments qui m'intéresse particulièrement, c'est notre révolution tranquille ici au Québec. Parce que je pense que la révolution tranquille est un bon exemple pour aider les Africains de comprendre le rôle de la religion. Alors donc, ça c'est un des éléments. Et il y a d'autres réalités en Afrique, comme je l'ai dit, à travers la charte de Kouroukanfouga, qu'on peut apporter ici. Donc, la coopérative de solidarité va servir de pont, qui va faire la navette entre les deux. Alors, au lieu de s'exploiter, on va partager. On va collaborer. On va connecter. On va collaborer dans la révolution du partage. Et j'ai un chapitre sur la révolution du partage. Pour tous ceux qui sont intéressés pour comprendre la conception de la révolution du partage, je pense que c'est le dernier ou l'avant-dernier chapitre de ces livres. Alors, merci beaucoup pour toutes tes réponses. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des questions par rapport à ce qu'on a dit? C'est le partage, hein? C'est vraiment le partage. Viens. Puis là, on est en famille, c'est pas gênant. On n'est pas à la Place des Arts. Donc, si vous avez des questions, soyez bien à l'aise, mais parlez fort et lentement. Et se présenter aussi. Tu parlais qu'au début, à chaque matin... Allô, allô, allô? Oui. Tu parlais qu'au début, à chaque matin, on devait laver son cœur. Alors, j'aimerais ça que tu m'expliques comment on fait pour laver son cœur. Magnifique. Très bonne question. Merci pour la question. Pour laver son cœur, c'est très facile. Le matin, quand on se réveille, c'est de dire que nous, en tant qu'humains, nous sommes notre propre baromètre. Il n'y a rien au-delà de nous. La vie, elle existe parce que nous, en tant qu'humains, nous existons. Parce que nous, en tant qu'humains, nous vivons. Donc, tout le cadeau que la vie a à nous offrir se trouve à une seule place. C'est notre cœur. Tout le cadeau de l'univers se trouve cristallisé dans notre cœur. Donc, à partir du moment que nous lavons notre cœur, ça veut dire que on se met en symbiose. Notre biologie, notre corps biologique, on le met en symbiose avec notre cœur pour que notre cœur bat au tempo et à la rythme de la vibration de notre corps. Moi, j'ai une question. Vas-y. Je trouve que c'est une belle réponse de politicien parce que j'avais l'impression que la question, c'était plus du genre est-ce qu'il faut que je pense à tout ce que j'ai pas aimé dans ma journée? Est-ce qu'il faut que je me pardonne des choses? Est-ce que? Tu sais, j'ai l'impression que c'était un peu ça le sens de la question. C'est comme un peu plus proche de la méthode que de la philosophie. Mais oui. Un rituel, oui, tout à fait. Mais est-ce que tu peux nous donner l'exemple, là, pratico-pratique? Je me lève le matin, je pense à tout ce que j'ai fait la veille, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Il n'y a aucun problème. Okay, c'est-à-dire merci. que... On va essayer ça. Je suis d'accord avec ta question. C'est une réponse, pas politique, mais une réponse générale que j'ai donnée. Je te taquinais. Merci. C'est une réponse générale que j'ai donnée. Mais maintenant,
je vais donner concrètement, parce que madame a parlé de rituel. Nous les croyants, moi, croyant, chaque matin que Dieu fait, je prie. Je fais ma prière. Même si je ne crois pas à la religion. Parce que pour moi, la prière n'a rien à voir avec la religion. Ça, c'est moi. Toi, là, tu sautes un intermédiaire. Il y a toi, oui, exactement. il y a la religion, il y a Dieu. Voilà. Toi, non, moi, je ne pense Voilà. pas par là. Moi, je décide chaque matin de Direct. prendre la main de Dieu. Okay. Je rentre en connexion directe avec Dieu à travers mes prières. Parce que comme je l'ai dit, Dieu, c'est le premier attribut. Le premier attribut de Dieu, c'est la connaissance. Et vu que je sais que je ne connais rien, donc chaque matin que Dieu fait, et je me lève, je me connecte avec Dieu pour qu'il soit capable de me guider, pour dire la parole juste, pour faire le geste juste, pour poser l'action juste. Parce que dans la cosmogonie Bamana, même le fait de prendre de l'eau et bouillante, de l'eau chaude, et le verser par terre, c'est interdit. Parce que cette eau chaude-là, que tu verses sur terre, tu peux blesser un animal que tu ne vois pas. Tu peux blesser un microbe que tu ne vois pas. Tu n'as pas l'autorisation de le faire. Or, chaque jour que Dieu fait, sans le savoir, on peut porter atteinte à notre prochain. Donc, je demande à Dieu, chaque matin dans mes prières, de faire en sorte que l'atteinte que je fais à mes semblables ait moins de conséquences possibles. Parce que c'est impossible qu'il n'y ait pas de friction. Mais il faudrait que les conséquences de cette friction soient les moins dommageables possibles. Voilà ce que j'ai fait. Et je suis d'accord avec madame. Pour ceux qui ne sont pas croyants, vous pouvez le faire sous forme de rituel. Le matin, tu te lèves, tu t'assois et tu fais ta petite méditation. C'est tout. Mais ça a rapport à notre état d'esprit. Ben oui, évidemment. Okay. Évidemment. Est-ce que ça répond pas pire? Oui? OK. C'est bon. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Viens. Ou bien le micro est, je ne sais pas où il est. Oui, nous avons un gentil technicien dont j'ignore le nom, je m'excuse, qui est très serviable et qui va porter le micro vers les gens. OK. Bon, la prospérité, je connais, parce que je l'ai enseigné, et je l'ai surtout pratiqué. Laver le cœur, si je peux renforcer déjà ce que tu dis, que c'est parfait. Des fois, on a des rancœurs, de la jalousie, des envies, des mauvaises pensées. On ressasse des affaires qui se sont passées depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et on ressasse ça encore. Au lieu de le régler, on respire, on est victime de nous-mêmes. C'est ce que je peux dire de ça. Et je peux vous dire que j'ai vécu beaucoup de miracles dans ma vie. Parce que j'ai foi, comme Bouga, à Dieu. J'ai foi en moi. J'ai travaillé fort pour m'aimer, m'accepter dans mes imperfections autant que dans mes bons côtés. Et un jour, j'ai eu un passé extrêmement difficile. Vous ne pouvez pas croire. Puis un jour, je me suis levée, j'ai dit, moi, je mérite une médaille olympique pour m'être sortie vivante et équilibrée de mon passé. 2 heures plus tard, je marche sur la rue. J'ai trouvé ma médaille pour m'accrocher dans le cou. Et c'était un symbole parce que c'était la médaille du marathon de Montréal de bronze. Là, un an, j'ai dit, moi, je mérite l'or. que j'ai demandé la médaille d'or. Fait que je m'en vais chercher des casse-têtes. Puis il y en avait 3, mais je les aimais pas. Tout à coup, il y avait une boîte avec les jouets d'enfants, une boîte qui m'attirait.
aucune idée pourquoi. Je me suis avancée vers la boîte. C'était un casse-tête. C'était une belle jeune fille, un ange. Elle avait une chandelle allumée dans les mains. Elle regardait vers le ciel et c'était plein d'anges. Et sur la tête, elle avait comme un casque de parure, c'était un pan. Et le pan, c'est être capable d'être en avant pour le bien des autres, ce que Bouga fait. Fait que, puis là, pouvez-vous vous imaginer que c'était doré? Doré. C'était tout doré. Je l'ai fait en même pas une journée, je l'ai fait tout complet, 750. Je l'ai collé sur un carton, puis je l'ai mis sur mon mur. Puis c'est à chaque fois que j'ai besoin, je réfère à mes anges, à cette jeune fille si belle. Elle avait même du doré dans ses cheveux partout. Fait que ce que tu veux profondément, c'est important de faire l'effort pour aller le chercher. Ça demande de la ténacité, de la volonté. Mais je peux vous dire que quand j'ai eu ma médaille, je l'ai demandé, puis ce que j'avais fait, puis ça, j'ai compris une chose très importante. Je me suis dit, comment ça se fait que c'est arrivé si tôt, 2 heures? Ben c'est parce que je le dansais, je le chantais, je tapais des mains, je faisais tout physiquement. Donc, ce que tu veux là, il ne faut pas que ça reste juste au niveau de la tête. Il faut que tu l'écrives et aussi, il faut que tu l'embarques dans ton corps qui s'ancre très fort dans ton corps. Il faut y aller avec la passion, la volonté, puis la pensée que tu le mérites. Merci beaucoup pour votre témoignage, monsieur. Donc, si je résume, vouloir beaucoup, mais passer à l'action puis incarner notre désir. Merci. Est-ce qu'on a oui, une question. Bougez pas. Ben, madame, le micro, c'est pas pour vous. C'est par respect pour les autres qui veulent entendre ce que vous avez à dire. On va essayer. C'est juste pour savoir, est-ce que ça va être disponible, cette entrevue? Oui, ça va être disponible. Je vais le publier sur ma page Facebook. Ah, il faut faire une application. Oui, mais ça, en tout cas, ça va être disponible. Probablement que je vais le mettre. En tout cas, mais oui, la réponse est oui. Ça va être disponible. Ce fut un plaisir. Merci vraiment. Merci, c'est très gentil. Merci pour votre question. Oui. Probablement qu'il y a d'autres personnes qui se le demandaient aussi. Il y a une question là-bas. Oui, il y a une question au fond. Oui, parlez proche, s'il vous plaît, sinon on ne vous entend pas. Merci à Bouga pour le livre que vous venez de mettre sur place. Merci. Et aujourd'hui, on parle de la prospérité. Mais moi, j'ai parcouru un peu le livre, pas tous, mais il y a des parties que j'aimerais que vous éclaircissiez. Quand je prends tout au début, au niveau de la partie dédicace, vous dites que le continent africain était encore considéré comme l'un des endroits les plus pauvres de la planète. Est-ce que vous parlez du peuple qui est pauvre ou bien du continent, du pays qui est pauvre? Merci pour la question. C'est une question très pertinente. Je veux finir, comme ça après vous allez continuer. Oui. Ça c'est la première partie. Oui. Je vais être généreuse, je vais vous donner le droit de poser 2 questions. Merci. Bouga.
Non, mais pose la En deuxième. parlant aussi de la prospérité, Mhm. est-ce que le fait pour quelqu'un d'avoir de l'argent, d'avoir des millions, est-ce que cela nous amène à la prospérité? Parfait. Merci pour la question. Je vais commencer par la première. Quand j'ai dit que l'Afrique est considérée comme le continent le plus pauvre, je parle en termes de pauvreté organisationnelle, ce que j'appelle la mondialisation de la pauvreté, la pauvreté du système monde. Pourquoi? Parce que l'Afrique veut pas, fait partie du monde. La réalité du monde est une réalité systémique qu'on appelle le système monde. En tenant compte de la réalité du système monde, l'Afrique, c'est le continent le plus pauvre. Mais, paradoxe pour paradoxe, le sous-sol de l'Afrique, c'est le continent le plus riche de la planète Terre. Ça, je l'explique très bien dans le premier livre. Pourquoi le Mali est un État pauvre? Parce que veut pas, le Mali est classé parmi les États les plus pauvres de la planète. Cependant, les historiens, les scientifiques, les comptables de la planète Terre se sont tous mis d'accord pour dire que depuis que l'humanité existe, l'individu, la personne, l'humain le plus riche de l'existence de toute l'humanité, c'est le Malien, l'empereur Kankan Moussa, qui a fait le pèlerinage du Mali jusqu'en Arabie Saoudite avec des tonnes et des tonnes et des tonnes d'or qu'il a distribué gratuitement. À tel point que pendant plus de 10 siècles, pendant plus de 10 ans, le cours de l'or a été baissé. Depuis que l'humain a commencé la comptabilité, c'est lui qui est classé comme l'humain le plus riche. Voilà le paradoxe. Donc, en tenant compte du système monde, oui, c'est le continent le plus pauvre. Mais lorsqu'on se réfère à l'historique qui nous a amené l'humanité là où nous sommes aujourd'hui, c'est le continent le plus riche. La preuve, c'est le berceau de l'humanité. Si Dieu avait quelque chose à donner, il ne peut le donner qu'au premier-né. Si l'humanité est née en Afrique, Dieu est où? Ne peut être qu'africain. Alors, pour la prospérité, l'un est dans l'autre. Il y a un Québécois qui dit que tout est dans tout. Pour la prospérité, c'est la même affaire, mon cher ami. On ne peut pas être prospère si on n'est pas en symbiose avec soi-même. On ne peut pas être prospère si on n'est pas en symbiose avec la nature. On ne peut pas être prospère si on n'est pas en symbiose avec les lois invisibles de la nature. Donc voilà le chemin de la prospérité. Merci. Merci beaucoup pour vos 2 questions. Merci, Bouga, pour tes réponses. Je prendrai une dernière question si quelqu'un a encore... Est-ce que quelqu'un a une question, un commentaire sur ce que... Oui, monsieur là-bas. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je n'ai pas de questions, mais je voulais, avant de terminer, dire 2 mots à mon ami et M. Sanogo. Je voulais en public, je l'ai déjà fait, mais je voulais en public le remercier pour ces 2 réalisations et le féliciter. Merci. Merci. Et je m'engage en public à faire la promotion de ces 2 bouquets dans mon réseau. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Merci. monsieur. Merci. Je suis un fidèle de Balatou depuis 35 ans. C'est vrai. Tout à fait. 35 ans ici. Merci. C'est vrai. Merci. Merci.
Alors, je vous remercie encore tout le monde d'être venu, d'avoir été un public aussi attentif. C'est vraiment un bonheur de tenir une conversation publique devant des gens aussi respectueux que vous l'avez été. Vraiment une magnifique soirée. Merci encore à Bouga Merci. pour ta franchise, ton énergie, tu nous éclabousses de ta passion. C'est vraiment très intéressant de t'écouter. Merci beaucoup. Et il va rester à te lire. Merci beaucoup. Je me sens vraiment en famille parce que chaque personne qui est ici ce soir est un membre de ma famille. Moi, je le sais. Donc, merci. 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 Merci encore tout le monde et pour ceux et celles